le plaisir est au centre de l'activité, le jeu reste évidemment prioritaire. Mon travail d'entraîneur, je me mets à la place du joueur. Je fais le travail en fonction aussi bien sûr du résultat, mais aussi des aspirations du joueur que j'aurais pu être dans l'équipe. Lui, 10 millions de plus dans le budget pour recruter des joueurs, Lorient, il te les met troisième. Dans cette Ligue 1, il te les met troisième. Absolument. Le 4-4-2, il s'adapte un peu à la personnalité des joueurs. On ne peut pas travailler au FC Lorient et faire fi d'un héritage de cette nature-là. Bonjour à tous et bonjour Pep. Salut Jürgen. Aujourd'hui on débriefe ensemble du deuxième match de la nouvelle Ligue 1 2023-2024. Match nul au Moustoir, un but partout entre les deux nouveaux rivaux des temps modernes, Lorient et Nice, sur une belle pelouse au Moustoir. Est-ce qu'on peut dire qu'on a eu un match ennuyeux aujourd'hui ? Non, je suis pas totalement d'accord là-dessus. Je pense qu'on a eu un match assez engagé, en tout cas de la part des Niçois, notamment en deuxième mi-temps où ils auraient pu largement nous mettre un deuxième but. Donc voilà, je pense que c'est surtout Lorient qui a des choses à se reprocher sur ce match. On obtient un match nul très heureux. Clairement, faut le dire, hein, c'est un but que Doucouré, entrant à la 70e, se procure tout seul. Mais clairement, sur ce match-là, le but de Doucouré, c'est presque un miracle. Ouais, c'est vrai que alors, on avait une tactique à nouveau qui était prudente, comme au Parc des Princes d'ailleurs. D'ailleurs, petite information à ce niveau-là, j'ai été regarder un petit peu les statistiques de la Ligue 1 sur les 2 premières journées. Lorient est l'équipe qui a passé le plus de temps dans sa propre partie de terrain, 42% du temps, et simplement 11% du temps passé dans la moitié de terrain adverse. Est-ce que c'est pas des stats qui sont déjà inquiétantes et qui témoignent d'une stratégie de Régis Lebris, voilà, très très défensive en ce début de saison? Exactement, et je vais revenir sur ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Donc, à la suite du match contre Paris, tu avais eu un avis assez tranché sur le match qu'on avait fait face à Paris au Parc. Tu disais que tu avais peur qu'on devienne justement assez, défensif et peut-être trop prudent dans notre stratégie. Et tu avais peur que ça se répète. Moi, je tentais plutôt de te rassurer là-dessus, et je dois avouer que je suis assez déçu et que ce que tu as dit la semaine dernière finalement se confirme plutôt bien, Jürgen. Mmh. Tactiquement, on a été beaucoup trop prudent, je pense, sur ce match-là. Ce 5-2-3, pour moi, il commence vraiment à montrer qu'il est en fin de vie. Au Ouais. niveau tactique, c'est un bloc médian en bas avec aucun pressing, hormis sur les relances courtes. Franchement, on n'a pas vu grand-chose avant la 70e minute, hein, où il y a les entrants qui sont apparus et que l'équipe a changé de visage. Mais clairement, par rapport à ce qu'on a vu des 6 premiers mois de Régis Lebris l'an passé, on voit plus aucune contre-attaque fluide. Il y a des échecs offensifs qui se répètent, et c'est vraiment assez désolant. Ouais, c'est vrai que ce système à 5 défenseurs, là, je commence à penser la même chose que toi. Il montre vraiment ses limites. Moi, il y a quand même 2 choses qui m'ont marqué aujourd'hui. C'est déjà, à nouveau, alors, Bamba Dieng, il centralise, pardon, les critiques, hein, une fois de plus. Pour moi, c'est pas, comme je disais, le réel fautif dans ce marasme offensif, justement. C'est déjà le premier point, c'est que sur le but niçois, il arrive à un moment donné où il y a finalement un corner pour les Niçois. Et en fait, tous les joueurs de Lorient sont dans la surface lorientaise, ou en tout cas dans les 30 derniers mètres. Alors qu'auparavant, on avait des joueurs offensifs qui étaient déjà prêts à partir en contre-attaque pour aller mettre du danger sur la surface adverse. Donc ça, déjà, c'est le genre de choses qu'il n'y a plus désormais. Et la deuxième chose qui m'a quand même assez marqué et qui m'a consterné, j'allais dire, c'est l'attitude lorientaise lorsqu'on est mené au score 1 but à 0. Alors, Régis Lebris fait ses changements et puis il y avait toujours pas de pressing. Donc en fait, on continuait d'attendre l'adversaire alors qu'on était mené et qu'on avait un résultat à aller chercher. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va continuer à se réitérer? Est-ce que ça t'inquiète? Exactement, moi je pense que le 5-2-3, comme je te dis, il est en fin de vie, il montre clairement ses limites, et il faut revenir aux origines, je pense, de ce système. Pourquoi il Ouais, a été mis en place il y a bientôt plus de 6 mois? C'est parce qu'on était sur une fin de vie de nos éléments offensifs. Donc Mofi et Ouattara étaient partis. Il fallait trouver ouais. à tout prix un nouveau système pour se sentir se sortir.
du marasme dans lequel on était, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, la saison dernière, quand on perdait nos éléments offensifs, on a été vraiment perdu pendant quelques matchs. Le Brice a recréé un collectif avec ce 5-2-3 en basant en fait notre mentalité sur la défense. Oui, Et en fait, on capitalise trop, je trouve, sur cette défense. Et les stats du match, elles le démontrent bien. On a 41% de possession face à une équipe comme Nice qu'on attend certes beaucoup plus, mais on doit quand même montrer un autre visage, au oui, moins essayer de le contrer cet adversaire. On a eu 0,8 expected goals, on en avait 0,1 à Paris. ouais, On a seulement 2 tirs cadrés dans le match et pour finir, on a seulement 6 centres. Donc ça montre aussi l'inexploitation qu'on fait de nos pistons qui sont complètement inoffensifs. Et dans un 5-2-3, je suis désolé, quand on met des pistons en place, il faut que le Goff et Kaloulou puissent monter, apporter de la variété dans le jeu, parce que notre jeu, il est clairement stéréotypé. Et j'ai l'impression que, comme je te dis, avec ce 5-2-3, on attend en fait des exploits de Fèvre devant, parce que ouais. clairement là, de voir Makengo aligné, on en a parlé un petit peu de Makengo la semaine dernière, mais voir Makengo cette fois aligné comme un faux neuf, enfin être juste derrière l'attaquant, c'était quand même un choix bizarre et on doit le dire, il a fait encore une fois un très mauvais match, très inquiétant pour, je le répète, la recrue qui a été la plus chère de l'histoire du FCL. Mm. Donc clairement là-dessus aussi je suis déçu. Il y a vraiment pas de collectif et la seule chose qu'on attend, c'est un exploit de Fèvre. On a failli l'avoir au parc et finalement on l'a pas eu. Là on a un exploit de Doucouré qui rentre en fin de match, mais on peut s'avouer très heureux de ce but, hein. Ouais, c'est complètement. Et puis, moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, dans cette stratégie, c'est le discours de Régis Lebris en conférence de presse d'avant-match. Il expliquait qu'en fait, selon lui, une saison réussie, c'était bah, déjà de créer un groupe. Donc ça, pour le coup, je pense il est bon là-dedans. Mais il a vraiment intensifié son discours sur l'importance d'avoir une défense qui soit extrêmement imperméable. Et donc, selon lui, en tout cas, le football et la réussite dans le football, ça part d'une défense solide. Et qu'ensuite, on peut une fois que la défense est solide, envisager comment dire, une création offensive un petit peu plus élevée. Moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on a un 5-3-2 avec, comme tu le disais, des latéraux qui montent pas. Et j'ai aussi fixé nos trois défenseurs centraux, qui sont quand même trois, donc qui sont quand même en supériorité numérique constamment face à leurs adversaires. Il n'y en a pas un seul qui va proposer du dédoublement de fonction. Pourtant, on a des joueurs qui ont quand même du ballon. Je pense à Montassar Talbi, pardon. Je pense aussi à Julien Laporte. C'est des joueurs qui techniquement sont capables d'aller de temps à autre apporter la supériorité offensive. Aujourd'hui, ils ne le font pas et c'est ce qui est dommageable, je trouve. Ouais, exactement. Puis, comme tu le dis, on a un entraîneur aussi qui est beaucoup vanté dans les médias, qui depuis un an bénéficie d'une cote assez importante. D'ailleurs, il jouait contre le club qui était attiré par lui cet été. Et en fait, on a un coach qui a vraiment une cote importante. Et à côté de ça, il y a pas, en fait, on voit pas ce qu'on entend dans les médias sur le terrain. Enfin, en tout cas, Mm. depuis l'hiver dernier, je trouve que c'est très pauvre offensivement et c'est loin de ce qu'on voyait. Alors, j'en reparle, mais sur les premiers mois de Lebris à Lorient, où c'était vraiment le total football en termes de contre-attaque fluide, on se régalait. Là, Ouais. on doit le dire, hein, depuis l'hiver dernier, au niveau offensif, tout du moins. Donc, je parle pas des performances défensives de l'équipe, mais au niveau de l'animation offensive et de la créativité, on est quand même assez déçus. Certains pointent du doigt le mercato. Alors peut-être qu'effectivement, on peut aller chercher des pistes offensives de meilleur niveau pendant ce mercato, mais encore une fois, hein, on peut avoir les meilleurs joueurs du monde. Si on a un bloc bas qui fait pas de pressing et qui attend constamment l'adversaire, on va être susceptible d'être mis en danger. Je regardais, on a subi 20 tirs au parc. Bon, ça pouvait sembler cohérent. On a quand même subi encore une fois 21 tirs aujourd'hui au Moustoir pour une équipe qui base tout son jeu sur la défense. C'est quand même très très risqué. Bon, on Oui, fait et un développement. Comment? on prend en plus 2 points sur ces 2 matchs et c'est ce qui est aussi parfois un peu rageant, c'est que finalement on obtient 2 points, ça donne quand même raison à cette disposition tactique.
on Exactement. prend 2 points en jouant ultra défensif et en proposant absolument rien offensivement. Donc c'est presque frustrant pour un supporter du FCL qui a envie de voir plus son équipe quand il va au stade. Donc ouais, on espère quand même dès la semaine prochaine face à Lille, parce que Lille c'est également un, un concurrent qui est en forme sur ce début de saison. Donc il va falloir être au diapason et puis proposer un peu plus. On a vu des motifs d'espoir en fin de match avec notamment une remise en question. Je pense que le Brice a envie de changer les choses au niveau de son dispositif tactique et il est jamais trop tard. Alors justement, toi, tu vois à travers le coaching de Régis Lebris en fin de match, pour rappeler un petit peu les éléments, c'est déjà un premier changement. Donc Théo Lebris et Darlan Ngwa qui rentrent à la 57e minute. Et puis un deuxième double changement à la 71e, une fois qu'on était mené. Eli Junior Croupi qui rentre pour son deuxième match de Ligue 1, ainsi que Cyréné Doucouré à la 71e. Toi, tu vois à travers ces deux doubles changements un motif d'espoir et une envie d'aller un petit peu plus vers l'avant? Ouais, et puis je mettrais déjà du crédit à la compo d'équipe. Déjà, le premier changement que j'ai vu, c'est l'entrée de Ponceau dans le 11. Et ça a été vraiment, je pense, la meilleure nouvelle de mon week-end. C'était donc la présence de Ponceau sur le terrain à l'entrée face à Nice. Il en faut peu, Euh, ouais. je, je trouve que c'est le détonateur de toutes nos actions. Au parc, il avait déjà été assez bon. Il est toujours dangereux dès qu'il a le ballon. Il est toujours dans la verticalité et il joue rapidement. Donc, à partir de là, on est face à un joueur qui a beaucoup plus d'impact que Makengo au niveau offensif. C'est lui qui a la baguette, hein, et c'est pour moi le remplaçant de Lefebvre. Je le dis depuis bien longtemps, mais je pense que c'est le remplaçant tout trouvé de Lefebvre. Maintenant, Ouais. il faut que Régis Lebris s'en rende compte. Je pense qu'il est pareil, il est jamais trop tard pour remettre Ponceau dans la course, mais c'était déjà le premier changement que j'ai trouvé dans le 11 assez intéressant. Ça prouvait qu'on avait envie de jouer au moins au milieu de terrain. Et puis après, bon, il y a des choix un petit peu plus discutables comme la présence de Makengo sur le côté droit en attaque aux côtés de Fèvre, qui a strictement rien montré. Mais Mmh. c'est ensuite à partir de la 70e quand on a vu entrer donc Croupi et puis Doucouré qu'on a été assez satisfait. Maintenant, c'est pas là que moi je vois vraiment l'avenir de notre saison. Je t'avoue que je donnerais pas les clés à un gamin de 17 ans de notre équipe. Voilà, je pense que c'est pas lui qui va tout changer. Doucouré non plus, Et ben, c'est ce bien que j'allais te qu'il dire. soit c'est un joueur très généreux, mais je pense pas qu'il puisse changer le visage de l'équipe à court terme. Je suis complètement d'accord avec ta dernière phrase et pour moi, au contraire, les éléments qu'on a vus en fin de match, moi, me rassurent pas du tout. Déjà, on est passé dans un système en 4-4-2 qu'on maîtrise absolument pas, mais alors vraiment absolument pas. J'ai vu Makengo ailier droit qui était encore moins à l'aise que lorsqu'il était dans l'axe, donc en attendant le double changement et l'entrée de Croupier et Doucouré. Et ce qui m'a encore plus inquiété, moi, c'est à partir du moment où Meïté est sorti, on a vu une défense totalement déstabilisé. C'est-à-dire que Julien Laporte, ne savait plus en fait, il avait oublié qu'il devait prendre quelqu'un au marquage parce que, ouais, quand on est 2 derrière, bah, il faut prendre quelqu'un au marquage alors que quand on est 3, bah, Julien Laporte, il a l'habitude d'être, en couverture et donc d'être le seul à être, libre et ce qui m'a vraiment le plus inquiété, c'est que peut-être qu'on s'est montré un petit peu plus dangereux, que pendant les 70 premières minutes, mais par contre, on a été constamment mis en difficulté. Toutes les actions derrière étaient inquiétantes et importantes pour Nice. Donc moi, ce double changement, il m'a pas plu vraiment. Il m'a plu parce que, tu l'as dit, on a vu des prémices de jeu offensif et de synergie entre Elie Kroupi Junior et puis Doucouré. Mais ça s'est arrêté là, en fait, hein. On a vu deux joueurs qui s'entendent bien parce que bah, techniquement, Kroupi, il doit être intéressant, sur ce qu'on a vu en tout cas. Et Doucouré, il avait envie. C'est facile aussi quand on rentre à la 70e. Mais derrière, moi je trouve que l'équipe, elle a été complètement perdue avec ce double changement. Donc les motifs d'espoir, j'avoue que j'en ai pas vu beaucoup sur ce match-là, si ce n'est une fois de plus d'aller encore une fois, et tu en as parlé aussi, mais chercher un résultat alors qu'on est constamment sur le reculoir et défensivement à la limite à chaque fois. Mais à part ce point pris, j'avoue que j'ai pas encore vu. Ah si, la pelouse. La pelouse était très bonne. Après un festival interceltique, c'est assez rare.
mais sinon ça Ouais. s'arrête là pour moi. Exactement. Après, il faut aussi noter qu'on a, notre mercato qui est engagé, justement pour ce système de 5-2-3, hein. Toutes les recrues qu'on fait, elles sont justement, faites, pour évoluer dans un rôle, parmi ces 11 rôles de notre 5-2-3. Mmh. J'ai du mal à croire qu'on puisse, tout à coup changer et être, très performant, mais on n'est jamais, on n'est pas à l'abri de ça non plus, et j'espère que c'est le cas. J'espère que, on a un coach qui sera inventif et qui pourra nous faire évoluer sur d'autres systèmes. Mais à mon avis, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver là, c'est de bien travailler ce 4-4-2 ou de revenir sur un 4-2-3-1 qu'on maîtrisait bien en début de saison dernière. Mais pour moi, ce sera forcément la seule et l'unique évolution positive que notre saison peut avoir. Ouais, on verra ça sur les prochaines oppositions. Alors, tu le disais, ce match, il était aussi marqué par bah, des tensions entre les deux clubs qui ont débuté déjà en janvier dernier avec le départ de Mofi, qui ont continué cet été avec les velléités de départ également de Régis Lebris, et puis qui ont été marqués sur bah, des débats sur l'arbitrage. Alors, il y a deux points qui ont possiblement pu retenir notre attention. Le potentiel penalty oublié sur N'Guessan en première mi-temps, et puis, bah, la faute ou pas, d'ailleurs, sur Mvogo, sur le but niçois. Ton avis sur, ces 2 faits de match? Je voulais avant tout parler de l'arbitrage. Ouais, Déjà, je vais donc parler de l'arbitrage. Ça a été pour moi, un très bon match, de Hakim Ben Elhadj, Ben ouais, Elhadj, je crois. Oui, je crois que c'est ça. c'est ça. Qui a plutôt, pas beaucoup sifflé. Clairement, hein, il y avait c'était un arbitrage un peu à l'anglaise. Mmh, Il y avait, pas énormément de fautes. Enfin, je trouvais que en tout cas les pénaltys, sont pas existants pour moi. mmh. Et puis, enfin, j'ai trouvé que c'était un match de foot assez agréable, et qu'au final, on a un président qui est vachement dans la provoque, faut pas l'oublier aussi. Ce qui s'est passé à la mi-temps, ça reste, dans le cadre de ce qui se passe entre dirigeants, d'un échange entre dirigeants et arbitres. Maintenant, aller tweeter, à la Jean-Michel Aulas, je trouve ça un petit peu petit de sa part, mais ça m'étonne pas beaucoup. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur les sujets extrasportifs. Bon, bah, écoute, merci en tout cas pour ton analyse que je partage complètement. Pour clôturer cet épisode, on va finir par, les traditionnels, top et flop. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont, on va éviter d'en citer trop, mais qui t'ont marqué positivement? Tu parlais de Julien Ponceau, peut-être, tu veux revenir dessus ou alors en citer d'autres? J'imagine que mes tops sont les mêmes que les tiens, c'est ce que tu me diras. En tout cas, moi, Julien Ponceau, ça a été donc, mon top, mon premier top avec la note de 7. Donc comme j'ai dit, hein, j'ai trouvé, vraiment, qui montre, qui monte en puissance et qui montre qu'il est indispensable, clairement dans le 11 de l'équipe. On a besoin d'un tel joueur, Mmh. technique, créatif et qui est très rapide. Donc pour moi, c'est un joueur qui était là en début de saison dernière et qui doit forcément être toujours dans le 11 lorientais, actuellement. D'accord. Bah, écoute, ouais, je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé que c'était aussi le détonateur sur les maigres offensives lorientaises, en tout cas en première période. Peut-être un petit peu, esseulé aussi, devant lorsqu'il remontait la balle. Moi, il y a un joueur aussi dont je voulais parler, sans qui aujourd'hui on serait en train de parler de maintien. Parce que sans lui, on n'aurait certainement pas pris ces 2 points, actuellement. C'est Yvon Mvogo qui, pour moi est, le joueur du début de saison. Alors c'est triste à dire et de parler de son gardien dès les 2 premières journées. Bon, faut aussi, parler de l'adversité, hein. Nice et Paris, c'est pas rien. Mais aujourd'hui, sans lui, on serait à 0 points. Ouais, exactement. Mvogo, moi, je l'avais pas mis dans mes tops, voilà, parce qu'on prend quand même un but, avec une relance, un peu hasardeuse, mais bon, je suis pas sûr qu'il y soit pour grand-chose. Après, il a quand même, effectivement été assez précieux, à certains moments dans ce match, parce que je crois qu'il a fait environ 8 arrêts. C'est ça. C'est pas mal pour un match de Ligue 1. Et puis j'ai mis, à Bergel encore une fois la note de 6. En fait, j'ai Mmh. trouvé cette doublette au milieu assez agréable, mine de rien à regarder, à Bergel-Ponceau, voilà, techniquement c'est ce qu'on peut voir de mieux dans notre équipe, hein, parce que, quand on regarde derrière, c'est très solide. Alors certes, ça joue, c'est assez propre techniquement, mais c'est pas très créatif. Et puis devant, alors là, j'en parle même pas parce que c'est très décevant. Mmh.
Bah, ça va peut-être être la bonne transition justement pour parler des flops. Alors peut-être les latéraux ou peut-être l'offensif du jour? Évidemment, tu l'auras deviné, Makengo chez moi Ouais. qui obtient la note de 3. Pour moi, son placement était pas forcément évident, hein. Aujourd'hui, il a été un peu le couteau suisse de Régis Lebris, mais bon, ça pardonne pas ses prestations depuis qu'il a le maillot du FCL, en fait. Et j'ai du mal à comprendre ce qu'on a trouvé à ce garçon, à l'Udinese. Je sais même pas vraiment si là-bas on était satisfait de ce qu'il faisait, mais en tout cas, je trouve que 10 millions pour un tel joueur, c'est une absurdité. Donc je suis assez déçu par ça. Et puis je suis également déçu par Dieng qui a la note de 3 chez moi. Et puis enfin, je finis juste avec Montassar Talbi, à qui j'ai mis la note de 4 sur ce match-là. Je l'avais déjà trouvé pas forcément aussi sûr de lui que l'année dernière au Parc. Et je le trouve encore un petit peu brouillon sur certaines phases de jeu sur ce match-là. Je sais pas quel est ton avis, Jürgen, là sur la question. S'il y a que moi qui ai remarqué cette faille chez le Tunisien, mais en tout cas, j'ai bien peur que Talbis soit sur une pente un petit peu descendante là sur les 2 derniers matchs. Après, il a pas fait un gros flop, hein, c'est pas un gros flop. Je parle de lui parce On a on été l'a très habitué à le rarement noter. nommé pas dans les tops justement l'année dernière. C'est ça. Et je parle de lui en plus parce que on parle de plus en plus de lui à Tottenham. Et j'ai bien peur qu'il fasse ses valises avant la fin du mercato. Eh ben écoute, moi je vais aller dans ton sens. De un, je pense que sa meilleure saison était celle de l'année dernière et je suis pas sûr qu'il arrive à faire une saison du même niveau cette année. Donc je serais pour prendre un gros chèque pour son départ. Si c'est 20 ou 30 millions, je l'amène à Alan Biway de ce pas. Et puis le deuxième point, c'est que un départ de Talbi, ça favoriserait peut-être le retour à une défense à 4 justement avec des Laporte, des Mendy hem des Meïté également. Donc je suis plutôt pour son départ. Je suis pas sûr que cette défense à 5 soit non plus véritablement celle dans laquelle, Talbi s'épanouisse. Donc au final, je voilà, je rejoins particulièrement ton avis. Écoute, je suis pour la défense à 4 et pour le fait qu'on garde Talbi, qui est pour moi indispensable. Alors, si on pouvait avoir les deux, ce serait le mercato idéal de mon côté. On essaiera d'en glisser quelques mots à Régis Lebris. Et puis tu parlais de Makengo justement, avec son faible apport offensif. Je regardais ça avant le match parce que je m'intriguais aussi de son rôle, très offensif sur cette opposition. En fait, il a marqué que 4 buts et délivré simplement 4 passes décisives en plus de 120 matchs professionnels de Ligue 1, de Ligue 2 ou de Serie A. Donc effectivement, c'est pas un joueur qui a un apport offensif très conséquent. Je pense qu'il a été recruté véritablement dans l'objectif, de combler un désir, box to box, milieu récupérateur, comme on en avait besoin à l'époque. Et puis, bah, finalement, avec les joueurs, les absences et puis le système tactique qui a du mal à se trouver, il se retrouve à avoir un rôle offensif qui ne lui convient pas du tout. Et aujourd'hui, malheureusement, on en est à parler en mal de Makengo. Alors, je pense qu'il a un potentiel qui est quand même plus important que celui qu'on lui voit actuellement. D'autres choses à rajouter, Pep, ou on se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain débrief? Ouais, dernière petite chose, c'est les départs de Stéphane Diarra et Yohan Catlin. Donc Oui. on continue à dégraisser. On en avait parlé la semaine dernière. On s'y attendait à ces départs. On attend encore pas mal de départs comme celui d'Igor Silva. On a toujours un fameux Girbic qui est présent au FCL. Donc il y a certains joueurs qui vont sans doute quitter le club. On a aussi Pablo Pagis qui bizarrement n'a pas fait une seule entrée lors des 2 premiers matchs. Est-ce que c'est en vue d'un éventuel départ? En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est qu'on est en train de se séparer de nos ailiers. Donc c'est quand même la preuve qu'on est installé avec ce système, ce 5-2-3 là qui risque de perdurer. Maintenant, c'est le futur qui nous dira ce qui nous attend. On leur souhaite en tout cas une belle saison, de faire des stats, de progresser, de revenir à Lorient ou d'être vendus la saison prochaine à bon prix. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est des prêts qui seront bénéfiques pour eux, à des niveaux peut-être inférieurs, mais voilà, dans lesquels ils pourront montrer leur talent parce que c'est des joueurs quand même, les deux que tu évoquais, qui ont un potentiel, qui l'ont montré en Ligue 1.
Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ailleurs. Merci en tout cas à toi pour cet épisode, et puis bah, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief lillois. À bientôt, Pep. À bientôt, salut.